Imaginez un instant que votre propre famille vous tourne le dos pendant des années, vous juge, vous condamne, répète les arguments de ceux qui veulent votre perte, et qu'un matin elle frappe à votre porte en vous disant qu'elle voudrait voir ce que vous avez construit. C'est exactement ce qui vient de se passer entre l'Union africaine et l'Alliance des États du Sahel. Et si vous pensez que c'est une anecdote diplomatique de plus, une photo de poignée de main, destinée à alimenter des communiqués sans substance, alors vous n'avez pas encore compris l'ampleur de ce tournant. Parce que ce qui s'est joué à Ouagadougou, ces derniers jours, pourrait bien être le début d'un rééquilibrage que le continent attendait depuis longtemps. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche des notifications, parce que ce genre d'analyse, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Commençons par les faits, parce que les faits seuls racontent déjà quelque chose d'extraordinaire. Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a été reçu à Ouagadougou par le capitaine Ibrahim Traoré. L'image de son accueil, coiffé d'un chapeau traditionnel burkinabé symbolisant la dignité et la fraternité africaine, n'était pas anodine. Ce geste protocolaire portait un message politique précis, parce que Ndayishimiye ne se déplace pas seulement en tant que chef d'État du Burundi. Il porte simultanément deux casquettes et font de cette visite un événement sans précédent dans l'histoire récente du continent. Il est à la fois président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2026 et envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahel. Un homme, deux mandats et une seule destination, le palais de Kosiam, face aux leaders de la révolution que les institutions africaines ne savaient plus comment aborder. C'est la première fois dans l'histoire de l'Alliance des États du Sahel qu'un président en exercice de l'Union africaine pose le pied à Ouagadougou pour s'asseoir avec la direction de l'AS sur son propre territoire. Cette simple réalité devrait vous faire mesurer la distance parcourue, ou plutôt la distance que l'UEA a été contrainte de parcourir, parce que rien dans ce mouvement n'est spontané. Ce déplacement est le résultat d'une pression accumulée depuis des mois, de l'évidence que le Sahel ne reviendra pas à l'ancien ordre, et de la reconnaissance même tardive que continuer à ignorer l'Alliance des États du Sahel revient à se rendre soi-même obsolète. L'ordre du jour officiel de cette visite comprenait trois volets: les relations entre l'UEA et l'AS, la coopération en matière de sécurité régionale et une tournée des projets d'infrastructures socio-économiques à travers le Burkina Faso. Ce troisième point est celui qui doit retenir votre attention le plus longtemps. Quand un chef d'État demande à voir les infrastructures, il ne vient pas juste parler. Il vient vérifier, il vient constater de ses propres yeux si ce que le Burkina Faso dit construire existe réellement. Et c'est précisément ce type de posture, vouloir voir avant de conclure, qui distingue cette visite de toutes celles qui l'ont précédée. Pour comprendre le poids symbolique et politique de la présence de Ndayishimiye à Ouagadougou, il faut connaître son parcours dans ce dossier. C'est en juillet 2025 qu'il a été nommé envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahel, avec un mandat clair: relancer les engagements diplomatiques, répondre aux urgences sécuritaires et humanitaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, construire du consensus et promouvoir un dialogue sincère. Dans les 8 jours suivant sa nomination, il était déjà à Bamako avec Assimi Goïta, puis à Ouagadougou avec Ibrahim Traoré. Moins de 10 mois plus tard, en février 2026, lors de la 39e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine à Addis-Abeba, il est élu président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2026. L'envoyé spécial est devenu la figure politique la plus haute de l'institution continentale. Et il revient à Ouagadougou, non plus comme émissaire, mais comme président de l'Union africaine elle-même. Mais voici ce que peu d'analyses prennent la peine d'expliquer. Ce qui rend cette visite potentiellement différente de toutes les tentatives de médiation précédentes, ce n'est pas le titre de Ndayishimiye. Le Burundi n'est pas un acteur hostile dans l'histoire sahélienne. C'est même l'inverse. Quand l'AS a annoncé son retrait du statut de Rome et de la Cour pénale internationale en septembre 2025, arguant que la CPI est un instrument de domination néocoloniale et de justice sélective, le Burundi a publiquement salué cette décision. Et pour cause, le Burundi était en 2017 le premier pays africain à quitter la CPA, pour exactement les mêmes raisons que celles invoquées par les pays du Sahel: biais institutionnels, deux poids deux mesures, instrumentalisation de la justice internationale contre les dirigeants africains, pendant que les puissances occidentales et leurs alliés opèrent en toute impunité. Ce n'est pas un envoyé hostile qui entre à Ouagadougou, c'est un envoyé dont le propre pays a emprunté le même chemin que l'Alliance des États du Sahel, au moins sur ce point précis,
est fondamentale. Et cela change tout, parce que depuis leur formation, les pays de l'Alliance des États du Sahel ont traité l'Union africaine avec la même méfiance justifiée qu'ils réservent à la CEDEAO. L'UA a beau siéger au-dessus de toutes les organisations sous-régionales, elle s'est historiquement montrée incapable d'agir en institution réellement africaine. Quand l'Union européenne finance les opérations de paix africaines, ce sont les priorités européennes qui déterminent où vont les regards. Quand les États-Unis sous-traitent la logistique continentale, ce sont les agendas américains qui orientent les décisions. Une institution censée défendre la souveraineté africaine, qui dépend de financements extérieurs pour faire fonctionner ses propres opérations de terrain. Voilà l'absurdité structurelle que l'AS a regardée en face et refusée. Ils ont préféré construire une force commune avec leur propre budget, sous leur propre commandement. Et l'Union africaine, au lieu de soutenir cette dynamique, a longtemps oscillé entre l'indifférence et la réprimande. Ce contexte rend la démarche de Ndayishimiye d'autant plus significative. Pour la première fois, le dialogue entre l'Union africaine et l'Alliance des États du Sahel ne part pas d'une position de condescendance institutionnelle. Il ne s'agit pas de convaincre le Sahel de retourner dans le giron de la CEDEAO, ni de l'enjoindre à revenir à un ordre constitutionnel défini par d'autres. Il s'agit d'une conversation entre souverains sur ce qui compte vraiment. La sécurité, l'autonomie, et ce que l'institution continentale doit devenir si elle veut rester pertinente pour les pays qui mènent les combats les plus durs sur ce continent. Parce que pendant que les diplomates se rencontrent à Ouagadougou, la guerre continue sur le terrain. Et les résultats obtenus par les armées du Sahel méritent qu'on en parle clairement, sans filtre. Le 18 avril 2026, les forces armées maliennes ont conduit une frappe de précision contre une base logistique terroriste dans la localité de Loukamani. L'opération a été annoncée par l'état-major dans un communiqué publié le lendemain. La frappe aérienne menée tôt le matin a été immédiatement suivie d'un ratissage terrestre de la zone. Le bilan est éloquent, le site a été entièrement détruit, plusieurs combattants neutralisés, et le matériel récupéré révèle l'ampleur de ce qui était dissimulé là. 2 camions-citernes, un pick-up, un minibus, un Land Cruiser, 14 motos, des tricycles et un volume conséquent d'équipements logistiques. Ce n'était pas un campement de fortune. C'était un hub d'approvisionnement. Et l'armée malienne l'a trouvé, l'a frappé depuis les airs, et a envoyé des troupes au sol pour confirmer la destruction. Cette opération n'est pas isolée. L'état-major a également confirmé que des opérations de reconnaissance et de neutralisation continuent sur l'ensemble du territoire national, y compris au nord de Kidal, cette ville que le Mali avait reprise en novembre 2023 grâce à ses drones Bayraktar Tibet 2, mettant fin à 10 ans d'occupation par des groupes armés. Le fait que l'armée malienne déploie aujourd'hui des opérations de reconnaissance au nord de Kidal signifie que la campagne antiterroriste ne se stabilise pas, elle s'approfondit, et la région de Nioro du Sahel où s'est déroulée la frappe du 18 avril n'est pas choisie au hasard. C'est précisément là que le CHIM avait imposé, depuis septembre 2025, un blocus économique brutal sur les villes de Kéniéba et Nioro, coupant les routes d'approvisionnement en carburant en provenance du Sénégal, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Des camions-citernes avaient été incendiés, des voyageurs kidnappés, des routes vitales transformées en couloirs de terreur pour étrangler l'économie malienne. De janvier à octobre 2025, le CHIM a revendiqué au moins 18 attaques dans ce seul corridor. Ce n'était pas de la violence aléatoire. C'était une stratégie calculée de déstabilisation économique. Et la réponse malienne a été méthodique, professionnelle, et appuyée sur quelque chose de fondamental que les médias occidentaux ne veulent pas reconnaître, la coopération de la population civile. Le communiqué de l'état-major malien a explicitement salué le rôle de la population dans le succès de ces opérations. Ce n'est pas une formule de style. Dans une guerre asymétrique où l'ennemi se dissimule dans le tissu civil et exploite les reliefs ruraux comme couverture, le renseignement humain est décisif. Quand la population choisit son camp et coopère avec son armée, les terroristes perdent leur invisibilité. Et ce que le Sahel a compris, c'est qu'une révolution sans adhésion populaire n'est pas une révolution. C'est un simple changement de régime. Ce qui se construit dans l'Alliance des États du Sahel, c'est différent, parce que les populations en font partie. Les renseignements qui ont permis la frappe de Loukamani ne venaient pas d'une plateforme satellite étrangère. Ils venaient du terrain, de Maliens qui ont décidé que ces groupes armés ne parlaient pas en leur nom. Comparez cela à d'autres théâtres de conflits sur le continent où le fossé entre les armées nationales et les populations civiles crée exactement le type de vide
que les groupes armés exploitent pour se régénérer. La guerre du Sahel est en train de prouver qu'une autre approche est possible. Une approche qui intègre la légitimité populaire comme variable stratégique. Et c'est précisément ce que l'Union africaine doit comprendre si elle veut être utile, non pas en venant avec des modèles importés, mais en reconnaissant que des alternatives africaines sont en train de se construire et qu'elles fonctionnent, parce que pendant que le Mali frappe des hubs logistiques terroristes et que la diplomatie de Ndayishimiye tente d'ouvrir une fenêtre nouvelle avec l'AS, l'UA continue de gérer d'autres crises avec ses vieux outils. Le Soudan saigne depuis plus de 3 ans. 14 millions de déplacés, des famines confirmées au nord du Darfour et dans les montagnes Nouba. Et la réponse continentale? Des communiqués. Pas de coalition, pas d'action coordonnée. Même la Ligue arabe s'est montrée plus réactive sur le dossier soudanais que l'institution censée représenter l'ensemble du continent africain. Les pays de l'AS ont regardé ce bilan et ils ont tiré leurs conclusions. Si l'UA n'est pas capable de défendre des millions d'Africains qui meurent au Soudan, pourquoi lui faire confiance pour accompagner une révolution au Sahel? C'est cette question que Ndayishimiye doit affronter à Ouagadougou, pas en la contournant, en y répondant directement. Et la réponse ne viendra pas d'un communiqué, elle viendra d'actes. L'UA doit choisir. Soit elle reste une institution qui documente les crises africaines pour les archives de l'histoire, soit elle devient un acteur qui se tient aux côtés des pays qui font le travail réel. Il n'y a pas de position médiane viable quand les bombes tombent et que les populations fuient. Le forum de Lomé qui s'est tenu les jours précédents, réunissant des représentants de la CEDEAO et de l'AS ainsi que des envoyés internationaux, a abouti à l'annonce d'une stratégie Sahel 2026-2028, articulée autour du dialogue politique et de l'intégration économique régionale. Même les États côtiers membres de la CEDEAO commencent à comprendre qu'ils ne peuvent plus tenir l'AS à distance, parce que la pression que les armées sahéliennes exercent sur les groupes terroristes ne les détruit pas, elle les déplace. Et ces groupes se redéploient vers le nord du Ghana, le nord du Togo, le nord du Bénin et de plus en plus vers le nord du Nigeria. On ne comprime pas une menace dans un espace sans qu'elle ne cherche à se dilater ailleurs. La vraie question que l'Afrique de l'Ouest doit se poser n'est pas de savoir si l'AS déstabilise la région, c'est de savoir si leurs propres architectures sécuritaires sont prêtes pour ce qui arrive. Il y a une guerre de narration en cours, et elle est aussi réelle que la guerre sur le terrain. Les organisations internationales de défense des droits humains produisent des rapports circonstanciés à chaque incident impliquant des soldats sahéliens. Mais quand le Chim incendie des camions-citernes, kidnappe des voyageurs, impose un siège économique sur des villes entières et lance 7 attaques simultanées en une seule journée dans l'ouest du Mali, forçant plus de 200 000 Maliens à fuir vers la Mauritanie, ces mêmes organisations restent remarquablement silencieuses. Cette asymétrie n'est pas du journalisme, c'est de la gestion du narratif. Et l'Union africaine, si elle veut être crédible aux yeux des pays qui prennent les risques les plus élevés sur ce continent, doit nommer cette asymétrie publiquement et s'y opposer. Ce que Ouagadougou nous dit aujourd'hui, c'est que quelque chose est en train de bouger. Peut-être lentement, peut-être de manière encore hésitante, mais le fait même que le président en exercice de l'Union africaine soit venu sur le sol de l'Alliance des États du Sahel, pour voir, pour parler et pour être jugé sur ce qu'il fait ensuite, c'est déjà en soi un aveu. L'aveu que l'AS ne peut plus être ignoré. L'aveu que le vieux modèle d'une Afrique gérée par des institutions financées de l'extérieur et obéissant à des agendas extérieurs est en train de s'effriter. Et l'aveu que la souveraineté africaine n'est plus seulement un discours de tribune, c'est un chantier ouvert, en cours, avec des résultats visibles. La balle est maintenant dans le camp de l'Union africaine, non pas pour applaudir ce qu'elle voit, mais pour décider de quel côté de l'histoire elle choisit de se placer. Si cette analyse vous a parlé, partagez-la maintenant avec quelqu'un qui croit encore que l'Union africaine et la CEDEAO font tout ce qu'il faut pour le continent. Aimez, si vous pensez que le Sahel mérite d'être soutenu et non condamné. Commentez et dites-nous, est-ce que vous pensez que cette visite peut réellement changer quelque chose? Ou allons-nous assister à un nouveau communiqué sans lendemain? Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Parce que c'est ici que nous refusons de laisser le narratif africain être écrit par ceux qui ne nous veulent pas de bien.